Rebonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous suivent déjà et qui ont eu la chance d'assister à l'intervention de Loïc Perron précédemment. Vous êtes sur la conférence Résilience, le nouvel enjeu de l'entreprise, organisée par Microsoft et les Échos. Je suis Guillaume Brégeras. Bienvenue pour ceux et celles qui me rejoignent. Et nous avons donc cette première table ronde avec 4 invités qui représentent différents aspects de l'entreprise en France aujourd'hui. Un rapide tour de table. Donc on a évidemment Marie Giordano, vous êtes cofondatrice de TipTok, une start-up qui assure la livraison des chefs dans donc des restaurants plutôt, on va dire, de qualité. Voilà. Et puis vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez vécu ces 12 derniers mois et cette première période de la crise. À votre gauche, nous avons Gilberto, PDG et cofondateur de Livestorm, une plateforme de streaming vidéo. De communication vidéo, exactement. Communication vidéo, donc avec une explosion de la demande pendant cette période. Donc vous nous expliquerez également comment vous l'avez vécu. En face à vous, Moussa Camara, président et fondateur des Déterminés, une association qui aide les jeunes, notamment à aller vers l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de difficultés cette année forcément, mais beaucoup de choses qui ont été faites pour remonter la pente et continuer l'activité. À votre gauche, et qui complète le plateau, donc nous avons Bruno Doucet, vous êtes chef à la Régalade, et donc vous travaillez forcément avec TipTok, j'imagine, un petit peu. Tout à fait. Voilà, vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez vécu cette période. On va démarrer avec vous, Marie. On est quasiment à 1 an, jour pour jour, avec le début de cette crise qui a complètement changé les paradigmes, la vie des uns et des autres et les entreprises. Comment, chez TipTok, vous avez vécu ce moment? Quel était l'état au moment où vous avez dû faire face du jour au lendemain au confinement? Alors déjà, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que chez TipTok, notre chiffre d'affaires, avant le confinement, avant la crise du Covid, on le réalisait en grande majorité sur des livraisons de plateaux repas, donc à l'attention des entreprises. Notre chiffre d'affaires, on l'a vu qu'il a diminué dès fin janvier, début février. On voyait que le télétravail s'intensifiait dans les entreprises. Et puis, forcément, le 14 mars, puis le 16 mars, on est au bureau, je m'en souviens, à 20h, on allume la télé pour voir l'allocution du président de la République. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe. On voit que d'autres pays frontaliers sont confinés. Mais quand ça arrive chez nous, c'est toujours déroutant. Et je me souviens qu'à ce moment-là, l'inquiétude, ce n'est pas forcément la santé de l'entreprise, mais ça va être plus notre santé et celle de nos proches, savoir si l'infrastructure médicale française va tenir le choc. On voit des scènes où les gens se ruent dans les supermarchés pour avoir des produits de première nécessité. Et nous, à ce moment-là, ce qu'on espère, c'est pouvoir aider, en fait. Parce qu'on n'est pas des gens passifs, on aime bien être dans l'action. Et on va avoir la chance de pouvoir le faire avec le mouvement Les Chefs avec les soignants. Est-ce qu'on va en parler Allez-y, dites-nous un mot, justement. Alors, Les Chefs avec les soignants, c'est un mouvement qu'on a initié avec Stéphane Méjanès, qui est journaliste culinaire, et Guillaume Gomez, qui est chef des cuisines de l'Élysée. Le but, en fait, c'était vraiment d'apporter des repas de réconfort, du soutien aux soignants pendant le premier confinement, pendant la première vague. Et au final, ça a été plus de 120 000 repas qui ont été livrés partout en France, avec la mobilisation de près de 800 chefs et la participation aussi de dizaines et de centaines d'entreprises qui ont permis de pouvoir réaliser des repas de façon bénévole et qui, du coup, ont fourni aussi des matières premières qui n'ont pas été jetées pour l'occasion également. D'accord, donc il y a une première réponse en urgence pour faire face à la situation sanitaire, pour aider ceux qui aident. Bruno, je me tourne vers vous parce que vous êtes chef, donc forcément il y a une résonance avec ce que vient de dire Marie, mais l'état de sidération le 16 mars dernier, forcément est fort chez vous. Mais comment vous réagissez et quels sont les premiers éléments qui vous traversent l'esprit? Alors, comme Marie le disait, au départ, c'était pas le souci de notre entreprise, c'était le souci de garder la santé et de protéger. De se protéger, de protéger nos équipes et de protéger notre famille et nos proches. Moi, j'étais persuadé que ça durerait 15 jours. Donc j'ai dit, voilà, on ferme tout, on vide les frigos, on a toute la marchandise qu'on avait dans les frigos. Et ça faisait déjà quelques jours, enfin moi j'étais à l'étranger, je venais de rentrer de l'étranger. Et j'avais dit, je voyais les chiffres qui arrivaient sur mon portable, je voyais bien que c'était en nette diminution depuis quelques jours. Enfin, depuis une dizaine de jours. Et donc, j'ai dit à mon directeur de salaire, à mon second, j'ai dit, écoutez, on arrête de commander et on va aller voir comment ça se passe. Et effectivement, le 14 mars, on nous a annoncé qu'effectivement, on fermait le restaurant 4 heures après.
Ça fait toujours plaisir. Mais pour moi, dans ma tête, ça allait durer 15 jours, 3 semaines. Et voilà, donc j'ai dit, on ferme, on vide les frigos. On a donné toute la marchandise qu'on avait autour de nous, aux fleuristes, aux pharmaciens, à la boulangerie. Et mes équipes en ont pris. On en a pris. Et moi, je me suis dit, voilà, dans 3 semaines, on redémarre ou quoi que ce soit. Donc, comme chacun le sait, on n'a toujours pas redémarré. Moi, j'ai pas fait. Je suis parti. Moi, j'ai une maison de campagne. Je suis allé m'isoler dans une maison de campagne pas très loin de Paris. Et à partir de ce moment-là, je voyais ce qui se passait effectivement. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, il y a un hôpital de campagne à côté. Enfin, pour des enfants qui sont dans des situations un peu dramatiques. Et donc, j'ai fait à manger pour ces gens-là. C'est un tout petit hôpital de campagne dans l'Eure-et-Loire. Et puis. Pendant 2 mois et demi, j'ai, comme tout le monde, j'ai subi. J'ai aussi profité de ce temps-là pour repenser un peu mon métier, ma vie, parce que, enfin, voilà, faut pas se voler la face. Hein. Il y aura effectivement, je pense, un après Covid. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, si on parlait d'un point de vue stratégique, marketing, commercial, c'est de pas avoir fait justement cette vente à emporter et pour les aides-soignants et pour les gens qui continuent à travailler et pour les gens qui continuent à travailler chez eux, que ce soit. Sauf que je regrette pas parce que voilà, moi aussi j'ai pris du temps. J'ai 47 ans, 32 ans qu'on bosse. Moi, j'avais jamais été 2 mois et demi sans travailler, donc en toute honnêteté, en toute infinité, je regrette pas de l'avoir fait. Je sais que le deuxième confinement, je me suis dit, on va pas faire de la même façon. Et aujourd'hui, je crie un peu sur tous les plateaux que je peux faire et dans la presse qu'effectivement, il faut rester ouvert parce que déjà, ça crée le lien pour nos sociétés avec la clientèle. Ça crée le lien on garde le lien avec nos équipes, ce qui est super important. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, on vit dans un appartement qui fait 30 mètres carrés. Moi, j'ai des gamins qui sont aujourd'hui des gens de province qui vivent dans 10-12 mètres carrés, s'ils ne travaillent pas et qui sont obligés de rester chez eux, mais ils se tiennent mal. Donc voilà comment on a réagi. D'accord, il y a une réponse en 2 temps, on l'a bien compris, peut-être on reviendra en détail un peu plus après. Moussa, des centaines d'entrepreneurs comptent sur vous à travers les déterminés pour continuer ces programmes, pour continuer à avancer et avoir des projets. Comment vous les avez accompagnés lorsque tout ça est arrivé ? Quand tout ça est arrivé, nous, on anticipait un peu, on entendait un peu que cette solution de confinement pouvait arriver. Donc, on a tenu bon jusqu'au dernier moment, mais on a préparé en amont. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on fait, toutes les formations qu'on donne à des entrepreneurs qui se lancent, en plus dans une période comme ça, qui n'est pas forcément évident, c'est du présentiel. Il y a besoin d'avoir ce contact humain permanent pour pouvoir leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent entreprendre. Et quand il y a eu le confinement, on avait déjà plus de 150 personnes en formation dans plusieurs villes de France. L'objectif pour nous, premier objectif, c'était de se dire on allait maintenir l'accompagnement pédagogique auprès d'eux pendant ce confinement. Deuxième chose, c'est qu'au contraire, on allait réfléchir comment les soutenir et comment faire en sorte que certains qui se lancent, ils pouvaient innover, développer leur business, trouver des solutions, etc. Donc tout ça, il y a eu une très grosse présence, comme jamais on a pu le faire au départ. Après, c'est vrai que en ligne, en virtuel, ça remplacera jamais le réel. Mais la troisième chose, c'était préparer la sortie du confinement. On ne savait pas quand. Au début, c'était 3 semaines, mais les rumeurs disaient que ça allait durer beaucoup plus longtemps et tout. Et l'objectif, c'est de se dire, OK, comment on fait en sorte que dans cette période-là, qui ne va pas forcément être facile ou qu'il y allait avoir plein de remises en question, comment, au quotidien, on allait rester à proximité des entrepreneurs qu'on accompagnait en leur donnant des conseils, en leur permettant d'avoir du mentorat individualisé. Et nous, ce qu'on leur a dit tout le temps, on leur a dit que quand vous entreprenez, de toute façon, préparez-vous à ce que ça ne peut pas être une ligne tranquille. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des difficultés. C'est à vous mentalement de vous préparer à tout ça. Une fois qu'on les a préparés à tout ça, c'est bon, on était en ordre de bataille, on s'est très vite mis en route et on a surtout préparé la sortie de cette crise, la sortie du premier confinement, etc., pour accélérer juste après. Et on en a vu l'effet parce que beaucoup d'entre eux, tout de suite après le confinement, ils ont pu mettre en œuvre leur projet, créer leur business. Certains, ça y est, ils développent de cette vague-là leur chiffre d'affaires et tout. Donc ils se sont servis en fait de cette crise
comme une opportunité pour eux pour accélérer dans leur projet. Après, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est pas la même. Il y en a qui étaient dans la restauration, on l'entend qu'à un moment donné, voilà, ça a été compliqué de se lancer au départ. Mais dans plein de domaines où j'ai vu qu'ils ont pu innover, ils ont pu aussi participer, apporter aussi des solutions. Quand on a Mehdi qui crée un concept et finalement il profite de la crise pour créer des visières pour les aides-soignants en imprimante 3D et distribuer partout. Ils ont aussi été force de proposition pour être solidaires auprès des gens qui en avaient plus besoin. Et moi aussi, j'ai trouvé ça qui était aussi intéressant de les accompagner là-dessus, parce que c'est cette capacité, cette force aussi à ne pas lâcher l'affaire et d'être déterminé, quoi. Et très bien, on reviendra en détail sur ce programme. Gilles, justement, c'est toujours compliqué de parler d'opportunités dans un moment de crise parce que ça peut être perçu à double tranchant, mais c'est vrai que pour Livestorm, il y a eu une telle demande de connexion entre les gens que la plateforme a dû... Donc comment, vous, quel est votre... Passé l'état de sidération, comment vous vous mettez en ordre de marche pour répondre à cette demande? Pour reprendre un petit peu la timeline de l'événement, pareil, le mois de mars, en l'occurrence, toujours un très bon mois pour nous, toujours une reprise post-hiver, les budgets se renouvellent, etc. Sauf que là, on a nos métriques qu'on regarde quotidiennement, et là, en fait, à chaque fois, vous rafraîchissiez le tableau, en fait, les chiffres augmentaient, ce qui est juste pas normal, en fait. Donc, pour le coup, on était du bon côté de la barrière, et puis l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, mon téléphone sonne, et il s'avère que c'est du coup le cabinet de Cédric O qui nous appelle et qui nous dit vous avez vu l'allocution du président, on veut faire en sorte que la French Tech puisse participer aussi à leur niveau. Donc il y avait Care, il y avait Doctolib, il y avait Klaxoon, il y avait nous. Et comment on fait pour proposer une offre aux gens pour qu'ils puissent justement qu'il y ait une continuité dans le travail. Et donc nous, la condition sine qua non de ça aussi, qui était celle du cabinet, c'était aussi qu'on participe de façon justement non opportuniste et de proposer quelque chose de gratuit, entre guillemets. Donc on a offert une partie de la plateforme gratuitement, on a réduit les prix sur certaines autres parties, et on a permis comme ça du coup à beaucoup de gens aussi de avoir une continuité dans le travail. Donc ça, c'était plutôt chouette. Après, voilà, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Effectivement, pour nous, ça a été un tremplin incroyable. On a été du bon côté de la barrière et on est, c'est un alignement des astres, quoi. On n'aurait jamais. Tant mieux, mais bien sûr. Il n'y a pas à jalouser et à dire vous êtes opportuniste. C'est génial. Tant mieux. C'est vraiment. Et toute l'histoire de Livestorm, c'est vraiment un alignement des astres, c'est du timing. On a été là au bon moment. C'est tout, quoi. Puis au-delà, j'imagine, de la chance, il y a une part de chance dans l'entreprise comme dans tout. Il faut exécuter derrière. Il faut exécuter. Et justement, ça, c'est le prochain point que je voulais aborder avec vous quatre. Méthodiquement, comment on s'y prend une fois on a passé la sidération, on sait ce qu'on veut faire, comment on le fait? Vous avez des équipes, toutes et tous ne vivent pas la crise de la même manière. Comment on les embarque? Marie? Je pense que déjà, le premier point, c'est d'accepter la difficulté, d'accepter le problème, parce que dans tous les cas, le problème est là. Donc, qu'on le veuille ou non, il va falloir s'en sortir avec. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accepter. Et ensuite, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles se sentent entourées et pas laissées seules à l'abandon pendant cette période. Et nous, c'était d'autant plus critique, car on a pivoté, en fait. Juste à la sortie du premier confinement. À la base, TipTok, c'est des chefs qui cuisinent dans leur restaurant des plats gastronomiques pour une clientèle de proximité, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Et là, on a senti que les chefs avaient besoin aussi de pouvoir adresser leur création, leurs plats, à une clientèle de particuliers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est devenu le premier site qui va regrouper des chefs de qualité, les mettre en avant et leur apporter une solution, que ce soit au niveau de l'emballage, une solution logistique, de la livraison, un support commercial pour livrer leurs clients. Donc, il a fallu que les équipes aussi réalisent l'ampleur de ce changement, de cette étape à passer. Et dans tous les cas, je pense que être résilient, c'est aussi le faire ensemble. Seul, c'est compliqué de déplacer des montagnes, mais quand on a une équipe soudée, que les gens sont motivés et qu'ils comprennent l'enjeu et surtout qu'on comprend que ce qu'on fait, ça va accompagner des chefs, voilà, c'est bon, on y va. Et on met en place des process, des outils, on sort des sites en 2 jours. On dort pas, mais c'est pas grave parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait ce qui nous anime au fond, quoi. Alors, Bruno, est-ce que vous, de votre côté, vous nous avez décrit ce que vous avez fait, mais est-ce que vous avez, vous nous racontiez comment vous réfléchissiez à l'avenir de votre entreprise et de votre métier, mais
Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place? J'ai réfléchi en me disant qu'on va redémarrer normalement, sauf que derrière, on a repris un confinement. Donc là, du coup, on a encore réfléchi différemment et on s'est dit, de toute façon, il faut faire de la vente emportée. Moi, de la vente emportée, je voyais tout le monde en faire avec des plateformes qui ne me convenaient pas, avec des livreurs qui ne me convenaient pas, pas parce que les livreurs me convenaient pas, mais parce que c'est de la façon dont ils étaient rémunérés. Pas citer de nom, hein, mais enfin, on sait très bien tous de qui on parle. Et moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais que ma cuisine arrive déjà dans de bonnes conditions chez le client qui lui paye un prix, parce que c'est pas un sandwich à 12 balles qu'on envoie, c'est des plats, c'est des menus à 29 € ou à 38 €, avec, voilà. Et je voulais que ça arrive correctement. Et j'ai mis pas mal de temps à chercher cette plateforme. Je sais que vous étiez du moins il y a 3-4 ans, et enfin voilà, j'allais zapper. Et moi, toute la partie informatique, c'est pas moi qui la gère, parce que c'est pas mon métier, je sais pas faire. C'est plutôt intéressant, mais je sais pas faire, donc voilà. Donc du coup, j'ai un de mes amis qui m'a accompagné là-dessus et qui m'a dit, voilà, je pense qu'on a trouvé. Moi, ce qui m'a apporté, c'était la livraison. Et il me dit, voilà, je pense qu'on a trouvé la livraison. Et la livraison, on l'a trouvée via TikTok. Et donc depuis, on a quand même travaillé sur pas mal de choses ensemble. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu me lancer dans la vente emportée. Mais la vente emportée, à proprement parler, au départ, je voulais pas en faire parce que je voulais que ça soit correctement livré. Voilà, donc les gens venaient chercher de temps en temps. On a mis des terrines en place, des petits bocaux, des choses comme ça en place, mais de la vente emportée comme ça. Et on y a vraiment réfléchi. Et puis au départ, j'ai gardé une personne avec moi. Et puis aujourd'hui, j'ai 3 personnes avec moi qui travaillent à plein temps. Et puis donc voilà, c'est comme ça qu'on a réfléchi au truc, et en se disant, bon, de toute façon, toujours, moi je suis toujours ça n'arrive pas qu'à nous, je suis pas le seul. Donc de toute façon, il faut qu'on se mette à travailler, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à avancer. Je regarde pas derrière, on regarde ce qui va se passer devant, et voilà, quoi. D'accord. Et Moussa, c'est pareil, il y a eu beaucoup de changements pour les déterminer. Je me souviens qu'on s'est parlé à plusieurs reprises l'année dernière. Et à un moment donné, vous me disiez qu'il fallait tout numériser, il fallait basculer tout dans le digital. Est-ce que de ce passage-là, vous avez tiré des conclusions pour changer ou faire évoluer un peu le modèle? On a tiré, bien évidemment, il y a des leçons qui ont été tirées de cette période-là, parce que c'est vrai qu'on est passé de 100% présentiel à 100% digital du jour au lendemain. Donc il fallait réadapter nos process de formation, il fallait aussi accompagner tous les formateurs qui n'avaient pas l'habitude parfois de donner des formations en ligne. Il fallait réduire les groupes, on a des groupes de 15 à 20, il fallait passer de groupes de 5 à 6 avec un formateur. Donc on a bien réussi cette partie-là. Après, c'est vrai qu'à la sortie du confinement, tout le monde voulait se revoir en présentiel, et c'était important de le faire parce que souvent se sentir seul, vous le disiez tout à l'heure, dans des petits logements ou dans des familles nombreuses, c'est pas forcément tout le temps évident. Et du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a réadapté, ce qui nous a permis, après le confinement, de faire des économies. Quand on fait nos sélections à distance, on sélectionne une promotion de Lyon à distance. C'est des trucs qu'on n'avait jamais envisagés. Alors qu'avant, il fallait faire partir toute une équipe, fallait mobiliser toute une équipe, payer les transports, les lieux, les salles. C'était toute une organisation qui est très importante. Mais c'est vrai que tout ça, aujourd'hui, ça nous fait réduire les coûts dans des déplacements sur lesquels on n'avait pas forcément pensé. Même si la formation reste en présentiel, quand il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, ou il y a un train annulé, il y a un intervenant qui est malade, etc., tout de suite, avec le distanciel, c'est des trucs qu'on peut remplacer. Donc, en réalité, on a augmenté notre présence auprès des personnes qu'on accompagne. Et ça, moi, je l'ai vu en direct, et ça fait la différence. C'est que plus vous êtes avec des entrepreneurs qui se lancent à leur côté, plus c'est plus facile. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de métamorphose sans douleur. Moi, ça m'a basculé un petit peu parce que je n'étais pas forcément habitué à tout ça. Mais je me dis, pour vivre des grandes réussites, il faut savoir traverser aussi des échecs. Et c'est comme ça se fait pas sans difficulté. Mais aujourd'hui, on est sorti grandier. Et c'est l'année où on a formé plus de monde. Combien de personnes ? On a fait plus de 150 personnes à l'année, alors qu'on était à 40 personnes par an avant la crise. C'est l'année où on est parti on a déployé dans plus de villes en France. On a fait Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille, Roubaix, tout, etc. Plusieurs villes. Et c'est aussi l'année où, en réalité, où l'équipe a grandi. Avant le confinement, on était 5.
Après le confinement, on est monté à 15 dans l'équipe. Donc ça veut dire qu'il y a eu un besoin d'accompagnement, etc. Mais voilà, malgré tout ça, on a réfléchi et on sait qu'aujourd'hui, maintenant, on est prêt à tout traverser. Ça nous a fait du bien. Cette difficulté nous a fait du bien, en quelque sorte, de nous réadapter, de nous réinventer et de repenser le schéma de la formation comme on l'avait réfléchi. Quoi. Donc un vrai accélérateur, ça va être le cas évidemment pour vous aussi, Gilles. Comment vous avez géré cette dualité, finalement, répondre à la demande, croissance de l'entreprise pour recruter? J'imagine que vous avez recruté. Comment ça s'est passé? Comment vous avez organisé tout ça? En fait, pour reprendre, le principal accélérateur, il a lieu au premier semestre. C'est-à-dire qu'en gros, on démarre, on a un peu plus 1000 clients. Enfin, ça fonctionne par abonnement. Donc, on a un peu plus 1000 abonnés au début de l'année 2020. Et en l'espace de 2 mois et demi, on prend 2300 clients en plus. Donc il y a 2300 clients en plus à absorber sur une architecture technique qui n'est pas faite pour ça, qui n'est pas pensée comme ça de base, parce qu'on est censé la faire évoluer graduellement. L'équipe de service client, c'est bête, hein, mais qui gère normalement, on va dire, environ 2000 conversations à 4 tous les mois, tout d'un coup, doivent gérer 20 000 conversations à 4. Donc forcément, là, il y a aussi un enjeu humain de comment on fait pour qu'ils puissent absorber ça sans péter un câble, quoi. Donc il y a tout un tas de process déjà de base humain à revoir, de management, de qui traite quoi, comment on automatise certaines choses, comment on met à contribution les équipes pour les rendre plus productives entre guillemets et qu'elles puissent absorber plus de charges. Donc il y avait tout cet enjeu-là. Ensuite, tout l'enjeu architecture. Et là, c'est vraiment un truc assez impressionnant. Je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, ça résonne aussi beaucoup chez moi dans le sens où il y a une espèce de, le mot est fort, mais une espèce d'union sacrée qui s'est créée où les gens se sont dit merde, il faut maintenir le rafio à flot, parce que là, pour le coup, nous, on se prend le raz-de-marée, et si on ne l'absorbe pas, on meurt aussi, en vrai, donc c'est ça qui se passe. Et tout le monde s'est spontanément mis dans une direction hyper saine, où le produit a juste arrêté de développer des choses. On n'a fait qu'une seule chose, c'est fiabilité, 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 le truc ne bug pas, le truc tienne, etc. Les équipes service client sur comment on absorbe, etc. Et au final, ça a payé, on a fait des choix qui est de prioriser ça, et ça a tenu à la fin de la journée. Et donc, pour donner un chiffre, on a fait x8 sur le chiffre d'affaires cette année, on est passé de 30 à 86 personnes en un an, donc c'était incroyable pour nous. Et malgré tout, malgré tout, vous êtes tous rentrés en terre inconnue à ce moment-là, on l'a tous vécu. Et il y a une notion qu'on a évoquée avec Loïc Perron juste avant, qui est celle de la confiance. Lui expliquait que, avec un équipage, il faut faire confiance à un moment donné. Comment ça s'orchestre, ça, dans l'entreprise? C'est un tel enjeu d'exécution. Marie, comment on donne confiance? Comment on suit? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été accélérées dans cette crise sur cette thématique? Alors, nous, déjà, chez TipTok, on est assez particulier dans le sens où on fait confiance assez spontanément aux gens qui nous rejoignent. On précise avant que TipTok, c'est une aventure humaine avant tout, qu'on travaille pas mal, mais on sait pourquoi on le fait, et les gens qui nous rejoignent ont cette même envie, en fait, et ces mêmes valeurs qui nous animent au quotidien. Une chose qu'on faisait avant le confinement, qui nous plaisait bien, quand quelqu'un rentrait chez TipTok, qu'on embauchait une nouvelle personne, il y avait une partie de formation où la moitié de la semaine, elle était chez un chef en formation, donc dans la cuisine. Et ça nous permettait aussi de savoir si la personne comprenait les acteurs que nous, on veut soutenir, qu'on veut aider et qu'on représente. Et pourquoi on travaille pour le métier de la restauration, pourquoi on est avec ce domaine-là, pourquoi ça nous anime au quotidien. Et une fois que nous, on donne cette confiance, déjà qu'on leur permet de rentrer dans des cuisines qui sont normalement fermées aux gens qui ne sont pas du métier, la confiance, elle est donnée aussi en retour. Donc je pense que c'est, dans un premier temps, de donner l'opportunité aux gens de nous connaître, de leur montrer qu'on leur donne les clés aussi du bateau, et de dire qu'il y a 3 cofondateurs dans la boîte, mais TipTok, ça existe aussi parce que on est 20, et parce que les 20 s'engagent, les 20 mettent la main à la pâte, les 20 n'ont pas peur de prendre des risques et de prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'à partir de là, on y va et on fonce tous ensemble, quoi. Et là, la notion de confiance en cuisine, elle est évidemment énorme. Est-ce qu'elle a été décuplée durant cette période ? C'est un peu compliqué quand on est fermé de décupler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est... on avait formé un petit groupe WhatsApp sur les groupes de la régalade. Et donc, effectivement, chacun donnait de ses nouvelles régulièrement. Quand on a... Pour rejoindre ce que Marie disait...
on n'est rien, mais c'est dans toutes les, je pense que c'est dans toutes les entreprises. On n'est rien tout seul. Enfin, moi, je m'appelle Bruno Doucet. Je suis effectivement le patron de la régalade, mais si vous m'enlevez mon second, mon plongeur, mon directeur de salle, mes commis de salle ou comme ça, la régalade, c'est plus rien. Enfin, on fait manger entre 50 et 60 couverts par midi. Tout seul, j'y arriverai pas. Enfin, voilà. Donc, et puis, l'objectif, c'est pas de. Enfin, moi, mon objectif, ça a toujours été ça, parce que c'est ce qu'on m'a transmis avant, c'est la transmission. Donc, si on veut que ça perdure demain, si on veut faire manger les gens demain, il faut qu'on transmette à nos gamins qui ont. Moi, le plus vieux dans mon équipe, c'est mon directeur de salle qui a 37 ans. Et après, ils ont tous entre 18 et 29 ans, quoi. Donc, on est obligé de transmettre, et pour transmettre, on est obligé de faire confiance, de déléguer. Ce qui est dans notre métier pas du tout facile. Enfin, je sais que moi, j'ai mis du temps, mais dès l'instant où vous avez un deuxième établissement, de toute façon, vous vous dites, bon, là, t'es obligé de déléguer, et voilà. Et on est obligé de continuer à avancer comme ça et de dire à nos jeunes, voilà, faut faire ça, on leur montrer toujours. C'est un travail un peu rébarbatif, la cuisine, parce qu'on refait toujours la même chose. Sauf que jusqu'au geste parfait et jusqu'à ce moment-là où justement on peut les faire passer à autre chose et la confiance, elle s'instaure comme ça, mais que ça soit dans la cuisine, dans la salle, et je pense que c'est dans tous les métiers manuels, de toute façon, qu'il arrive. Mais vous avez senti durant cette période que les personnes desquelles vous avez investi une forte confiance, sur lesquelles vous avez investi beaucoup, il y a eu un retour plus important que ce que vous... C'est aussi ce qui permet de voir les gens avec sur qui on peut compter, parce que de toute façon, on ne va pas se voler la face. Mais quand on a une quarantaine de personnes, on ne fait pas confiance, on n'a pas la même confiance dans les 40 mêmes personnes. On va pas se voler la face. Mais ceux pour lesquels on investit du temps, de l'argent, de l'investissement personnel, quand ils vous le rendent, ça permet de le voir. Et alors Moussa a également cette notion de la confiance dans une période de croissance comme ça, en éclatant les formations à travers toute la France, forcément c'est hyper important. Et vous aviez l'habitude de tout faire un peu vous-même, d'être impliqué dans tous les projets. Ouais. Comment vous avez mis ça en place ? Ouais, de toute façon, c'était quand on lance un projet, c'est vrai que quand on a la tête d'un projet, on est totalement impliqué, 100% impliqué. Et c'est vrai que gérer des formations à travers toute la France, avec plusieurs personnes et tout, de toute façon, on n'a pas le choix de déléguer et de faire confiance. Après, moi, je marche toujours on est dans un projet humain, on est dans un projet qui transforme des destins et des trajectoires. Donc forcément, ce qui nous anime, à tous les gens qui m'entourent, c'est déjà le projet global de la structure. Et une fois qu'on est d'accord sur ça, sur ces valeurs, sur les valeurs qu'on veut apporter, naturellement, on attire les bonnes personnes. Quelqu'un qui veut faire de l'argent et tout, etc., il ne va pas venir chez moi. Mais quelqu'un qui est passionné par la mission, parce qu'on porte, c'est tout de suite. Donc moi, la chose qui a changé aussi pendant le confinement, c'est que j'en ai profité pour réorganiser mes équipes. C'est-à-dire, j'ai nommé des responsables, j'ai donné des responsabilités à ceux qui n'en avaient pas, et pour que chacun se prenne en main. Et l'idée, c'est que moi, avec les équipes, je leur laisse totalement la liberté de faire le travail. Je juge que je n'ai pas toutes les compétences sur tous les sujets, et je pense que quand quelqu'un vient chez moi, c'est qu'il a une compétence que je n'ai pas, forcément, ou que je ne peux pas développer, donc forcément, c'est lui l'expert sur le sujet. Donc on travaille dans confiance, et c'est vrai que pendant la partie du confinement, j'ai totalement fait confiance aux équipes, et ils ont su le rendre parce qu'ils se sont totalement investis. C'est-à-dire, du lundi au dimanche, ils étaient disponibles. C'est pas qu'on les faisait travailler, c'est qu'ils étaient disponibles, ils se rendaient disponibles parce que la mission était encore là. Et là, ça s'est traduit. Et aujourd'hui, si on arrive à avoir des tels résultats, on arrive à faire autant, c'est parce que les gens ont confiance et savent que je leur fais confiance, ils ont confiance en eux, et tout roule. Et c'est ça qui a fait la différence, ça a fait en sorte que l'année 2020, qui a été une année de crise, on n'a jamais autant travaillé que les années précédentes. Parce que tout le monde a senti le besoin de participer à cette aventure collective et de se dire que, voilà, à notre échelle, on peut aussi apporter quelque chose. Et c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et je pense qu'une réussite d'un projet part aussi des gens qui l'entourent et des gens qui travaillent autour, et leur implication et leur investissement.
Et cette question aussi des valeurs finalement que l'entreprise véhicule, qu'il faut réaffirmer à la fois pour recruter, pour embarquer les gens qui sont là. Est-ce que dans une start-up comme Livestorm, qui est en pleine croissance, dans ce moment particulier, c'est un enjeu important? Comment on articule un peu ces valeurs? Bah ouais, parce que forcément, vous avez besoin de recruter, vous devez recruter vite. Donc c'est justement quand on fait les choses vite qu'on fait les choses mal en général. Et donc, moi, j'ai jamais été autant impliqué justement dans les recrutements. Vraiment, j'ai tendance à dire que les 50 premiers, c'est moi qui les ai faits. Bien sûr, avec tous les managers en place, mais j'étais impliqué en tout cas vraiment beaucoup dans les 50 premiers. Donc, tous ceux qu'on a recrutés pendant le confinement. Et c'est hyper important parce que justement, on va recruter certains types de profils. Les profils qui nous ont fait confiance et qui ont pris les rênes au moment où c'était la merde, bah, on veut les mêmes en fait. Et donc, on a besoin d'être aux commandes lorsqu'il s'agit de les recruter. Donc, ouais. Et puis d'ailleurs, pour ajouter un truc, c'est que la confiance, en tout cas dans notre cas, elle était non seulement en interne, mais elle était aussi en externe. Et je pense que c'est pareil pour vous, pour les chefs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous proposez du coup une solution, et ben, comme on dit en anglais, il faut talk the talk et walk the walk, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'assurer que derrière ça suit, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est une pression supplémentaire, mais quand vous arrivez à le faire, c'est incroyable. Et on a eu des frayeurs où j'ai eu vraiment des gens au téléphone. Au tout début, lorsqu'on s'est pris le raz-de-marée et qu'on n'était pas prêt, des gens au téléphone qui étaient à moitié en pleurs parce que le truc, justement, ne marchait pas exactement comme ils voulaient. Bah, suite à ça, c'était l'électrochoc. Et après, derrière, on s'est fait une promesse que ça n'arrivera plus jamais. C'est plus jamais arrivé. Donc c'est vraiment, enfin, la confiance, ça a été le truc, le maître mot de cette année, quoi. Bon, c'est vrai que là, on a la chance, entre guillemets, vous êtes dans des domaines où, pourtant très frappés par la crise, mais vous avez tous su rebondir d'une manière ou d'une autre. Pourtant, j'imagine que vous avez fait des erreurs, forcément. Marie, lesquelles vous retenez aujourd'hui, celles que vous auriez aimé ne pas faire et que vous ne referez pas? Je pense que chez TipTok, ce qu'on ne referait pas et peut-être qu'on fait moins aujourd'hui, c'est perdre du temps à écouter des personnes qui ne croient pas forcément en ce qu'on fait. Nous, on a aussi beaucoup de valeurs, beaucoup de convictions sur lesquelles on essaie de transiger le moins possible. Et c'est beaucoup de retours négatifs qui nous disent, par exemple, pourquoi vous faites un emballage en papier? Pourquoi vous faites produire en France? C'est plus compliqué, faites-le en Chine. Sauf que c'est pas nous. Pourquoi vous faites produire des plats par des chefs dans le restaurant? Pourquoi vous n'achetez pas une usine? Pourquoi vous faites pas une dark kitchen? Encore une fois, c'est pas nous, en fait. Nous, ce qu'on aime, c'est leur cuisine. C'est pas dark kitchen. Pourquoi vous faites travailler des livreurs salariés? Parce qu'en fait, un livreur salarié, pour nous, il vaut pas moins qu'un serveur. Par exemple, dans un restaurant, il doit avoir un CDI, il doit pouvoir trouver un appartement, pouvoir fonder une famille. C'est toutes ces remises en question qu'aujourd'hui, on aimerait ne pas faire et perdre un peu moins de temps à écouter les gens qui doutent et plutôt être sûr de nos convictions, être sûr de notre capacité à relever des défis parce qu'on l'a prouvé et parce que aujourd'hui, on sait qu'on en est capable et foncer davantage, quoi. Bruno, c'est également un enjeu, ces erreurs commises. Je sais, des erreurs, on en commet tous les jours et on en commettait déjà avant le confinement, de toute façon. Non, mais par contre, quand j'écoute Marie, elle dit la vérité, quoi. On ne fait pas travailler les gens pour rien. Tout le monde a le droit à une part du gâteau. Quelle qu'elle soit, mais tout le monde a le droit à une part de gâteau, de toute façon. Et ça, c'est des valeurs qu'on véhicule, et c'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme vous, et que vous travaillez avec des gens comme nous, parce qu'on se retrouve, je pense que notre métier, le métier de cuisinier, c'est un métier de générosité. Si vous n'êtes pas généreux, vous n'y arrivez pas, c'est évident. Et je pense qu'en travaillant avec des gens comme... Et puis, alors, pour deux raisons. Pour les gens comme TipTok, parce que la plateforme est bien faite et que voilà. Et il y a des erreurs de fait. On l'a bien vu sur les gros rushs et voilà. Mais bon, et c'est humain, donc c'est logique. Et puis, ce qui est important, c'est que moi, j'ai 20 ans de plus que ces gens-là et que ça fait du bien parce qu'ils nous mettent un petit coup de pompe dans le cul de temps en temps et que, excusez-moi l'expression, mais ça nous fait du bien, ça nous permet de voir. Moi, je suis beaucoup en relation avec Thomas, donc qui est un des cofondateurs de TipTok, et qui me fait réagir sur plein de choses. Et moi, je lui apporte aussi, je pense, certaines choses. C'est pour ça qu'on s'entend bien et que voilà, et que je suis ici aujourd'hui. Mais c'est pas des erreurs en fait, c'est des moments de la vie, de notre vie professionnelle, et on s'en sert. Après voilà, je vais vous dire, entre nous, les erreurs, quand on vous dit de fermer le 16 mars, les erreurs vous en faites plus, vous subissez, c'est pas des erreurs. Alors moi, peut-être que si j'ai fait une erreur, c'est pas faire de vente à emporter plus tôt.
Je suis pas sûr que ce soit une erreur, mais voilà. Mais on n'a pas fait d'erreur, on a subi. Donc voilà, après des erreurs, on en faisait avant le confinement. Je pense qu'on en fera après le confinement, enfin après cette crise, et qui sont des erreurs. Peut-être de faire confiance à certaines personnes qui nous disent, ou d'écouter des gens comme tu dis, qui nous disent, bah ouais, vous devriez plutôt aller faire fabriquer ça en Chine, et puis le carton, vous devriez peut-être le faire plus petit. Enfin voilà, tant qu'on est, enfin ces gens-là sont pas dedans, quoi. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a plus subi certaines choses qui sont plutôt malsaine, même si le mot était un peu fort, que de dire qu'on a fait des erreurs, on en faisait avant, on en refera encore, mais après on n'a pas fait d'erreurs fondamentales pour la vie de nos sociétés. C'est malheureusement les erreurs, ce qui est important pour la vie de nos sociétés aujourd'hui, c'est ce qu'on subit. C'est pas... Ces sortes de bruit négatif un peu ambiant qui peut être parfois très direct. Moussa, ouais. pardon. Excusez-moi, mais ça oui, ça peut être très direct ou quoi que ce soit, mais il y a un moment donné, il faut aussi avancer et regarder, on va pas pleurer tout. Oui, c'est compliqué. On avait un certain train de vie, on faisait un certain chiffre d'affaires dans nos sociétés. Aujourd'hui, on les fait plus. On les fait plus parce que voilà, plus personne va au restaurant. Et quand on a eu le peu de temps ouvert de restaurant, on nous a dit, bah non, vous avez le droit qu'à 20 personnes au lieu de 60. Donc, on subit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se couche et qu'il faut arrêter de pleurer, il faut avancer. Il faut continuer à avancer. Et voilà. Et puis, il faut que tout le monde fasse confiance à tout le monde. Et alors, ce bruit négatif, Moussa, vous l'avez subi, j'imagine, comme tout le monde, mais est-ce que vous avez fait des erreurs sur ce chemin que vous regrettez ou... Franchement, quand je réfléchis et tout, de tout le chemin que j'ai pris, en fait, peut-être que j'ai possiblement fait des erreurs et tout, mais aujourd'hui, ça ne nous permet pas de nous arrêter, on avance quand même. Et après, j'en ai pas en tête, là, comme ça, immédiatement, mais je sais que des erreurs, ça se trouve, je suis en train d'en commettre là, aujourd'hui. Et je vais en avoir des frais dans quelques temps. Je ne sais pas du tout. Donc, du coup, moi, je suis dans une optique où je me dis, ma meilleure force, c'est l'action. C'est quand on fait. C'est-à-dire aujourd'hui, alors, on a pris le choix de faire un déploiement national du programme qu'on propose dans toute la France. Peut-être, est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que c'est pas la meilleure année? Peut-être qu'on aurait dû faire ça avant. Peut-être après, je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, je pense que dans la dynamique dans laquelle on est lancé, rien ne peut nous arrêter. À part Dieu, rien ne peut nous arrêter. Je suis croyant, donc voilà. Et ça, pour moi, c'est les erreurs. De toute façon, on en fait tout le temps. Moi, je sais que sur des petits détails de process, de formation, sur des trucs, on aurait dû commencer peut-être avant. Par exemple, je peux dire que les formations en ligne, c'est peut-être une erreur. C'est des choses mais on a appris. On a appris après le confinement. Et aujourd'hui, je pense que, voilà, aujourd'hui, on est complet dans le sens où on peut être... aussi bien en ligne qu'en présentiel, etc. Et peut-être que si on avait fait avant, on aurait peut-être limité certains coûts, on aurait peut-être investi dans d'autres choses, et ça nous aurait fait accélérer. Mais le temps, il est comme ça. Peut-être que j'ai perdu 1 an, 2 ans. Le temps me le dira, je ne sais pas. Gilles ? Je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, Moussa. En vrai, on a avancé tellement vite qu'on a sûrement fait des erreurs qu'on n'a pas forcément spoté sur le moment, quoi, qu'on n'a pas réalisé sur le moment. Je pense que le truc que je regrette le plus a priori, c'est de ne pas avoir été prêt, ou plus prêt, en tout cas encore plus prêt, mais je pense que c'était très compliqué aussi personne s'y attendait, quoi. Personne n'était prêt en réalité. Et même les Chinois peut-être. Oui, non. Après coup, on pense qu'ils ont été prêts. Mais... Ouais. Ah, donc on a essayé d'anticiper aussi un minimum, mais même en faisant ce qu'on a fait, on n'aurait pas pu s'imaginer tout ce qui allait se passer en 2020. Donc sûrement des erreurs, mais je pense qu'il n'y a pas de regret a priori. Grosse leçon d'humilité, en tout cas pour tout le monde, on est tous d'accord. Mais ce qui m'amène à ma dernière question, malheureusement, elle est déjà l'heure de nous quitter. Est-ce que de toute cette période, vous avez pu tirer des enseignements très précis sur comment finalement se préparer à ce type d'événement, que ce soit sanitaire ou autre, il y en aura d'autres forcément. Est-ce que vous avez pu mettre en place des choses? Marie, je suis désolée, à chaque fois je vous pose la question en premier, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Mais... Non, mais comme vient de le dire Gilles, je pense qu'on n'est jamais prêt. On ne peut pas imaginer de tels scénarios. Et je pense que ce n'est pas non plus très bon et très sain de penser toujours au pire. Pour continuer d'avancer, on doit croire que demain va être meilleur. Donc si on a toujours dans notre tête un scénario négatif, c'est compliqué de poursuivre. Mais je pense qu'on se prépare à partir du moment où on accepte déjà les difficultés. Et aujourd'hui, je pense que chez TikTok, en tout cas, on est prêt parce qu'on sait qu'on est résilient. On l'a prouvé pendant le premier confinement avec les chefs et avec les soignants. Pendant tout le confinement, on n'a pas pris un jour de congé. On travaillait non-stop.
parce qu'on avait cette volonté, parce qu'on voulait agir, on ne voulait pas être passif pendant cette situation. Donc je pense que la force aujourd'hui, c'est de savoir qu'on peut résister et qu'on peut surmonter des épreuves à partir du moment où on est volontaire et qu'on est bien entouré. Très bien, Bruno. Mais on connaîtra rien de pire. C'est moi, j'imagine pas le pire. J'imagine que ce qu'on veut tous, c'est que pour continuer, comme le disait Loïc Perron tout à l'heure, pour continuer, il faut que ça s'arrête. Donc ça va s'arrêter et puis on va continuer et on vivra de façon différente. Mais voilà. Très bien, Moussa, un dernier mot. Ouais, pour moi, ça m'a appris que tout ça, en fait, n'est rien. Voilà, tout ce qu'on fait, l'investissement, parfois, on met du cœur à l'ouvrage parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et tout. Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et on n'est pas prêt. Et la vie, en fait, te remet en question, te permet de dire qu'il y en a qui étaient là hier, qui seront plus là demain, et qu'il faut se faire plaisir, quoi qu'il arrive. Dans les difficultés, dans le truc, moi maintenant, je suis dans un état d'esprit où tout ce que je fais, je me fais plaisir. Et tout passe. C'est-à-dire, même quand c'est dur, je le prends comme un plaisir. Même si demain, je risque d'échouer, je me serais fait plaisir quand je fais ce que je fais là aujourd'hui. Eh ben, ouais. Non, j'allais dire, effectivement, enfin, moi, je rejoins ce que tu disais à l'instant, là, sur le fait d'avoir finalement des cicatrices quelque part et te dire maintenant, la peau, elle est plus dure, donc ça, c'est une première chose. Et puis pour nous, maintenant, on envisage quand on fait n'importe quel choix, soit des choix techniques ou de management ou quoi que ce soit, en fait, on envisage toujours, du coup, le pire, ce qu'on a vécu, et on se met dans cette perspective-là et on se dit, et si demain ça va se reproduire, est-ce que ce choix-là c'est le bon ? Est-ce que ça ne voilà, donc ça met aussi beaucoup de choses en perspective. C'est-à-dire qu'en termes de business, de gestion, on est peut-être un peu plus prudent, on fait plus attention à certaines choses, sur les choix techniques qu'on fait, sur le management, pareil. On essaie c'est ce que je dis souvent aux équipes. On n'est pas en train de faire un marathon, mais on n'est pas non plus de faire un sprint. En fait, on fait une course de demi de fond. On est un peu entre les deux, et donc il faut aller vite, mais il faut y aller de façon soutenable, entre guillemets. Donc voilà, il y a tout un tas de choses aussi de façon de gérer la boîte qui ont quand même un peu changé à notre niveau. Quand même. D'accord. Écoutez, je retiens plein de choses, j'imagine vous aussi qui nous suivez. J'aime bien la notion de plaisir parce qu'on l'oublie un petit peu, mais ça rejoint ce que vous faites, TipTok, vous, oui, Bruno, dans vos établissements. Donc il ne faut pas le perdre de vue. Je pense que ça peut aider aussi cette forme de résilience, l'accompagner avec un petit peu de plaisir aussi pour emmener tout le monde au sein de l'entreprise et puis se préparer un petit peu mieux, comme vous le disiez, Gilles. Donc on va méditer un petit peu sur tout ça. Je vous invite à ne pas nous quitter ou alors un bref instant, le temps de préparer le deuxième et dernier plateau avec vous pour cette conférence. Et puis je vous remercie tous les quatre. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Merci. Cool. Merci.